All right. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission À découvrir et merci encore une fois pour votre attention particulière envers cette émission. Donc, mon nom est Loïc Lavoie, je serai votre animateur pour aujourd'hui et je suis avec M. Nicolas Legault qui nous présentera un objet bien spécial, la caméra film, la Pentax Comil. Donc, bonjour Nicolas, ça va bien aujourd'hui? Ben oui, toi? Ben oui, merci. Donc, pourrais-tu commencer par me dire qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette caméra? Mais dans le fond, la Pentax K1000, c'est une caméra à film. Donc, c'est à prendre des photos avec des pellicules, un ruban qui a des pellicules, qui contient des pellicules dessus. Et puis, tout le système, dans le fond, contrairement à une caméra digitale, tout le mécanisme est tout mécanique, dans le fond. Fait que ça va prendre des photos grâce à un système à l'intérieur quelconque. Puis ça prend des super belles photos, puis c'est vraiment ça la spécialité là, de la Pentax, c'est que c'est toute mécanique et à ruban. OK. Fait que c'est mécanique, c'est à ruban, ça utilise des films, mais est-ce que c'est une caméra normale, c'est-à-dire une caméra numérique que tu dois simplement la brancher à ton ordinateur et voilà, tu as tes photos, ou il faut que tu passes par un certain processus pour réussir à avoir tes photos? Effectivement, il y a un certain processus à passer pour le développement des photos. Il y a quelque chose avec le ruban à l'intérieur qui va... le ruban qu'il y a juste ici, ça va être... faut prendre ce ruban-là, et puis il va falloir le développer, puis il va falloir qu'il passe par certains bains, comme on appelle. Il y a plusieurs bains qui existent, comme le bain révélateur, qui comme révèle la photo dans le fond. Et voilà. Et puis aussi, il y a le bain fixateur qui va fixer la photo sur la pellicule pour pouvoir ensuite la scanner avec différentes technologies qu'on a aujourd'hui. Et puis, tu peux faire ça à la maison avec un équipement que tu t'achètes. C'est certain qu'il faut une chambre noire totale parce que tu veux pas qu'il y ait de la lumière qui rentre, qui touche les pellicules, sinon ça va tout endommager tes photos. Et sinon, tu peux les envoyer à des labos à Ottawa qui, eux autres, vont faire la job pour toi, puis ils vont tous s'occuper de développer tes photos. Pour toi, c'est souvent des étudiants là, qui développent ça pour toi en école de photographie. Donc, oui, c'est ça. Je vois. Donc, caméra à film, film et développement. Moi, je voudrais qu'on parle des films. Est-ce qu'il y a différents types de films? Est-ce que ça change quelque chose pour ta caméra, pour ta photo? Bien, ici, avec la Pentax Comil, on utilise un film 35 mm, comme on appelle. Okay. Ça, c'est vraiment la dimension du film là, pour la Pentax. Sinon, il y a plein d'autres types de films, comme le 120 mm, qui est une autre grosseur de film. Ouais. Et pour des plus grosses caméras, pour des plus gros films. Ouais. Et sinon, ça se catégorise surtout en ISO et en couleur. Okay. En ISO, ça peut aller de 100 à, maintenant, je pense que ça se rend jusqu'à 4000 et quelques. Et plus ton ISO est haute sur ton film, plus tu peux shooter en pleine nuit. Et sinon, ça se catégorise en couleur. Donc, tu peux avoir des films de couleurs plus froides et plus blanches, ou sinon des couleurs plus chaudes, comme le rouge ou le jaune. Je vois. All right. Puis, qu'est-ce qui change, mettons, une caméra de même, c'est une vieille caméra, est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'il y a de différent, là, rapidement, là, entre une caméra comme ça et une caméra classique? Mais il y a certains avantages, c'est sûr, comme... Oh, je suis désolé. C'est déjà terminé. Donc, c'est maintenant la fin. On a terminé avec Nicolas Legault qui nous a parlé d'une fabuleuse caméra qui est la Pentax Comil. Donc, on se rejoint avec Randy qui va nous parler d'un produit bien spécial, le Bon Ami. Merci beaucoup. À la prochaine.
Et bonjour à tous et à tous et bienvenue à notre émission À découvrir. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Randy qui nous parlera de son nettoyant à vitre, le Bon Ami. Alors, bonjour Randy, comment ça va? Bonjour Nicolas, je vais très bien et toi-même? Ça va très bien. Et alors, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton produit à vitre, le Bon Ami. Ok. Ce que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est un nettoyant à vitre qu'on appelle le Bon Ami. Ce nettoyant, en fait, utilise une mousse active, ok, pour déraciner toute saleté. Et on dit nettoyant à vitre, mais c'est plus multi-usage qu'autre chose parce que c'est vrai, ça nettoie les vitres, mais ça nettoie aussi les comptoirs, ça nettoie aussi les barres de fer, ça nettoie tout ce qui est en chrome et les carreaux en céramique. Donc, c'est pas mal un objet tout usage, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant que je vienne le présenter aujourd'hui. OK, intéressant. J'aimerais aussi savoir, dans le fond, ce produit à vitre-là qui s'appelle le Bon Ami, c'est produit où et par quelle entreprise, dans le fond? OK, ce produit est une création de l'entreprise SC Johnson, mais c'est produit ici au Canada, à Bramford. OK. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer en gros comment utiliser comme il faut le produit Bon. nettoyant de vitre? OK, en fait, c'est assez simple. Si j'ouvre mon bouchon, en fait, c'est un système d'aérosol, tu vois. Il suffit simplement de bien le secouer. Tu le secoues suffisamment et puis tu le pulvérises à 15 cm de ton objet. Ensuite, tu laisses environ 10-15 secondes, le temps que la mousse puisse pénétrer et puis que ça déracine les taches, les saletés. Et ensuite, avec un chiffon humide ou avec un tissu, tu viens simplement essuyer et c'est propre. OK. Est-ce que tu as besoin de frotter quand même assez fort ou le produit s'en occupe? En réalité, tu n'as pas besoin de frotter quand tu utilises ça, parce que c'est ça en fait la magie de la mousse active. C'est la mousse qui fait tout le travail. Donc toi, tu as juste à pulvériser, attendre que la mousse fasse effet, et puis ensuite venir essuyer, et that's it. OK, intéressant. Et est-ce que le produit Bon Ami, il est dangereux pour l'homme? Oui, étant donné que il y a des composantes chimiques dans notre produit, c'est sûr, il y a des risques pour l'être humain. Par exemple, si par mégarde tu t'en mets un tout petit peu sur les yeux, il faut impérativement te rincer les yeux pendant minimum 20 minutes. Minimum 20 minutes. OK, ça peut être très dangereux quand même, là. Exactement. Et si tu sens que les picotements persistent ou une sensation de brûlure, pardon, il convient d'appeler directement les urgences pour éviter tout risque d'empoisonnement. OK. Donc, il faut quand même agir vite Exactement. pour le Il faut être produit. très soucieux par rapport à ça. Voilà pourquoi on déconseille la manipulation aux enfants. OK, c'est parce qu'il y a un produit chimique dedans, probablement, Exactement. c'est Exactement. Il y a, OK. il y a de l'ammoniac dedans. ça? OK, c'est ça qui peut causer le dangereux, là. Oui, exactement. Puis, est-ce que tu as dit que c'était pas très recommandé pour les enfants? Est-ce qu'il faut que ça... Pourquoi, dans le fond? Autre que, mettons, peut-être les produits Mhm. chimiques. Ben, c'est parce que les enfants, généralement, ont tendance à jouer un peu avec tout. C'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui à t'accorder, Randy. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour accueillir Mamoun qui nous parlera de son casque audio.
Bonjour et bienvenue dans notre émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Malika. Malika qui va nous parler de natation artistique et qui va nous présenter son objet. Bonjour Malika. Salut Randy. Ok, Malika, avant de nous parler de ton maillot de natation artistique, peux-tu nous expliquer brièvement c'est quoi la natation artistique? Oui, donc ça c'est mon maillot. Puis je l'ai porté justement en faisant de la natation artistique, qui est un sport qui s'exécute en piscine. C'est un mélange, si on peut comparer, à un mélange de gymnastique, de danse, de cheerleading et de natation. Pour le pratiquer, il faut avoir une bonne forme physique, un bon souffle, un bon cardio, beaucoup de souplesse, un bon sens artistique et bien sûr, il faut que tu saches nager. Ok. C'est en général des danses qui peuvent être exécutées en solo, en duo ou en équipe. Avant l'été 2017, ce sport-là était appelé nage synchronisé parce qu'il faut justement être en parfaite synchronisation avec tes coéquipiers, mais aussi quand tu nages en solo avec la musique afin de créer vraiment une émotion ou partager un thème. Donc voilà. Et pour ce faire, il n'y a rien qui est choisi à légère et le maillot aide beaucoup pour la transmission du message. Ok, donc si je comprends bien, le maillot joue un rôle important dans ce sport. Oui, comme je viens juste de le dire, tous les détails sont décidés à l'avance dans ce sport-là. Autant les mouvements, le maquillage, la musique et bien sûr le maillot. Mais le maillot va aider beaucoup plus avec la transmission du thème parce qu'on peut vraiment voir, par exemple, une image, comme là, il y a un dragon qui crache du feu. Puis, c'est ça. Quand on va aller sur le bord de la piscine, les premières choses que les juges et les spectateurs vont voir, c'est le maillot et l'attitude de la nageuse, mais bien sûr, le maillot, puisqu'il brille et qui est beaucoup plus impressionnant, c'est souvent ce qui va être remarqué en premier. OK. Maintenant que nous sommes mieux éclairés sur la natation artistique et l'importance que joue le maillot dans ce sport, dis-nous, pourquoi as-tu choisi justement de nous présenter cet objet? Eh bien, la natation artistique a fait partie de ma vie pendant 11 ans. J'ai nagé pendant 11 années. Puis, j'étais très investie dans mon sport. Ça me permettait de m'exprimer, de me défouler et de me procurer de la fierté. Puis, j'ai choisi de parler de ce maillot-là parce que je voulais vous partager une partie de mon histoire à travers un objet dont je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière parce que j'ai dit justement, avant que j'étais très investie dans ce sport-là, eh bien, ce maillot-là, c'est moi qui l'ai dessiné pour ma 9e saison de natation artistique. Oh, tu l'as dessiné toute seule? Oui. Dis-moi, peux-tu nous éclairer sur le processus pour créer son maillot personnalisé? Oui. D'abord, il faut que tu trouves un thème, puis que tu aies une petite idée de ce que tu veux faire comme maillot de bain. Ensuite, tu trouves une couturière qui va vouloir faire ton maillot. Il y en a beaucoup, puis la plupart vont être ravis de le faire. Ensuite, tu vas dessiner l'avant et l'arrière du maillot et l'envoyer à la couturière avec tes mensurations pour qu'elle puisse savoir quelle grandeur le faire. Celle-ci va les mettre sur une tablette à dessin, puis va te l'envoyer pour te le faire valider. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, que tu as validé, elle va créer ton maillot. OK, merci beaucoup Malika d'avoir été avec nous pour nous présenter ton objet. Restez avec nous pour la suite. On va accueillir Félix qui va nous présenter son objet. Merci beaucoup. À plus tard.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mégane qui va nous présenter sa boule à neige. Donc, bonjour Mégane. Salut Malika, ça va? Oui, très bien, et toi? Ah, ça va très bien. Donc, avant de nous parler de ton globe à neige et tout ce qui l'entoure, un peu son histoire, est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire ton objet? Bien sûr, donc mon objet, mon fameux globe, elle peut jouer de la musique. En fait, toutes les globes de neige peuvent jouer de nombreuses sortes de musique, mais la mienne en particulier, elle joue du piano. Donc, il faut simplement tourner la manivelle qui se trouve juste ici. Et quand tu la tournes, elle va commencer à jouer une tune de musique de Noël. C'est vraiment beau à se voir. Elle a l'air vraiment complexe, mais en fait, elle est très simple. Donc, elle est englobée par un dôme en verre. Ça englobe l'eau et les paillettes qui donnent l'effet de neige. Donc, quand tu secoues comme ça, on peut voir vraiment l'effet de neige et le fait de Noël. Et ça fait vraiment donner de la vie au globe de neige. Dans l'arrière-plan, on peut voir des arbres. Les arbres ici sont des sapins de Noël pour englober le thème de Noël, en fait. Et on peut voir le petit bonhomme de neige qui est bien peinturé. Il y a même son chapeau, son foulard et ses mitaines. C'est vraiment beau et c'est cute à voir. Il y a une maison, c'est vraiment un thème réaliste de Noël. Les maisons, il y a une cheminée, il y a 4 fenêtres, il y a les toits enneigés. C'est vraiment beau à voir. Merveilleux. Maintenant que tu l'as mieux décrit, est-ce que tu peux me dire si cette invention-là a été créée seulement pour Noël? Non, tout au contraire. Le globe de neige était en fait, en principe, utilisé pour le tourisme. Et on voit toutes sortes de modèles et de fameux modèles. Il y a ce thème qui est de Noël, mais il y a aussi, on peut voir des dauphins en cristal. Il y a aussi des figurines de ballet. Il y a aussi des oiseaux en cristal, des cupolas pour les fans de Saint-Valentin. Il y a toutes sortes de figurines pour lapins pour les fans de Pâques. Il y a toutes sortes de globes de neige à envisager et à concevoir. Mais génial. Puis, je vois que tu as l'air d'être très fascinée par le globe. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'attire tellement sur cet objet-là? Ah, c'est très simple. En fait, moi, je suis une vraiment grande fan de Noël. Comme vous pouvez voir dans cet objet, Noël, c'est vraiment une fête importante dans ma famille, importante chez moi. J'ai vécu beaucoup de souvenirs en famille, chez moi, avec même mes amis ou à mon église. On fêtait Noël avec les bûches de Noël. Donc, c'est vraiment un lien qui ça fait avec moi. Oh, c'est fou, tous les effets qu'un simple objet peut provoquer. Mais est-ce que vous avez d'autres faits à nous dire par rapport à le globe de neige? Oui, savez-vous que le globe a non seulement été utile pour le tourisme et au décor intérieur de la maison, mais ça a été aussi utile pour l'éducation, surtout en français, donc l'apprentissage du français au niveau de l'école primaire pour les enfants. Donc les jeunes, en fait, ce qu'ils faisaient, ils écrivaient des poèmes avec le globe de neige, ce qu'ils pouvaient décrire l'objet ou bien écrire ce qui ressentait un visage avec l'objet. Et ils pouvaient faire toutes sortes de choses, surtout le poème. Moi-même, quand j'étais au primaire, j'ai écrit un poème sur le globe de neige et c'est vraiment une chose d'enfance. Wow, c'est vraiment intéressant. Puis tantôt, tu as parlé du petit bonhomme de neige. Est-ce que tu as un fait, un souvenir relié à lui? Oui, donc en fait, j'ai grandi dans un quartier. Je suis désolée, je vais être obligée de t'arrêter. Mais merci beaucoup de nous avoir présenté ton objet. C'était très intéressant. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Restez avec nous car l'émission À découvrir se poursuit tout de suite après la pause. Oh my God!
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Nous sommes aujourd'hui réjouis d'accueillir avec nous Félix Latour qui va nous parler de Beats Studio 3. Bonjour Félix, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Donc, tu viens nous présenter aujourd'hui une paire d'écouteurs, les Beats Studio 3. Que peux-tu nous dire sur cette marque d'écouteurs? Alors, cette marque-là, c'est une Beats qui a été fondée en 2006 par Dr. Dre parce que lui, il trouvait que les écouteurs grand public, ils n'étaient pas bons. Il trouvait que le son qui sortait de là, il pourrait être meilleur. Donc, il a décidé de sortir sa propre marque avec des écouteurs quand même abordables pour la qualité des écouteurs. Puis lui, dans son but, c'était d'entendre qu'est-ce que les artistes entendaient dans le studio. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle des Beats Studio. Puis, ce modèle d'écouteur-là, c'est un modèle circumauriculaire, donc il va autour des oreilles, à place dessus. Donc, ça permet d'être vraiment confortable pendant longtemps, sans avoir mal à la tête ou vouloir les enlever. Moi aussi, j'achèterais. Donc, ce n'est probablement pas la première paire d'écouteurs que tu as. Comment se démarque-t-elle des autres que tu as utilisés? Alors, comme j'ai dit, comme ils vont sur les oreilles, ils sont beaucoup plus confortables, comparé par exemple aux AirPods ou aux Buds de Samsung, qui sont intra-auriculaires. Ceux-ci, on peut les porter pendant des heures sans avoir mal aux oreilles et être vraiment confortable avec. En plus, ceux-ci, on peut les brancher avec une prise. Donc, on peut les brancher dans un ordinateur qui n'a pas de Bluetooth. Et je trouve ça vraiment utile parce que ça me permet d'écouter la musique sur mon ordinateur, faire du montage vidéo, créer de la musique, tout en perdant pas de qualité par le sans-fil. Wow, c'est une autre raison de l'acheter. Si tu avais à améliorer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Moi, le seul défaut que j'ai, c'est le bruit que ça fait quand on baisse le son. Ah oui, j'entends le clic. Un gros clic. Moi, personnellement, j'aurais pas mis ce son-là. J'aurais juste pas mis de son pantoute. Oui. Mais à part ça, c'est quand même des bons écouteurs. Je ne chialerai pas plus dessus ça. C'est bonne qualité. C'est une bonne qualité, très bonne qualité. Ces écouteurs sont-ils simples à utiliser? Oui, ils sont vraiment simples à utiliser. Dans le fond, si tu as un appareil Apple, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là, puis ils vont se connecter automatiquement avec ton téléphone et c'est vraiment magique. Comme des AirPods. Ça se connecte automatiquement, puis pas besoin de niaiser avec le matin, à 6 h du matin quand tu prends ton autobus. Ça se connecte tout seul, puis c'est... Wow! Ouais, la facilité de la technologie. La technologie est incroyable. Et aujourd'hui, tu nous présentes le Beats Studio 3, mais je doute que ce soit le seul modèle de marque de Beats. Que vendent-ils d'autres? Oui, effectivement, il y a ce modèle-ci, mais d'autres modèles moins chers, comme les Beats Solo, qui, eux, sont plus petits, mais qui ont toujours une très bonne qualité sonore. Ils ont des haut-parleurs, plusieurs différentes sortes de haut-parleurs. Ils ont des écouteurs intra-auriculaires. C'est une très bonne marque, c'est très reconnue pour le niveau audio. Et ouais. Est-ce que c'est la seule marque, c'est les seuls écouteurs que tu as en possession? Non, je possède d'autres écouteurs. Je possède des AirPods de Apple. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci, je suis vraiment ravie de t'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Et vous, restez avec nous pour la prochaine émission de À découvrir. À la prochaine. OK, bye. J'espère que les micros sont fermés, mais... Ouais.
Bonjour et bienvenue à découvrir. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir en studio Mélodie qui va nous parler de rouge à lèvres. Bonjour Mélodie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Alors, tu viens de nous parler de rouge à lèvres, c'est ça? Oui, exactement. Ça vient d'où ça, le rouge à lèvres? Alors, il y a 5000 ans, les Sumériens qui ont inventé le rouge à lèvres. C'était vraiment populaire, alors ça s'est propagé. En Égypte, c'était plus pour la royauté. En Grèce, c'était plus vu pour les prostituées. Puis à l'Église, il y a un moment donné qu'on le bannit parce que c'était un défiant de Dieu. C'était comme une vision. Ah ouais? Oui. Puis est-ce qu'on utilise encore les mêmes éléments pour le fabriquer, le rouge à lèvres? Oui, heureusement que non, parce que dans le temps, on n'avait pas trop de connaissances pour les cosmétiques. Alors, on utilisait des pierres précieuses, on utilisait la cire, on utilisait de la pâte à plomb. Puis, une petite anecdote, Élisabeth Ier a popularisé le rouge à lèvres au 16e siècle, puis elle en mettait beaucoup, puis ça endommageait sa santé. Fait que là, elle a ordonné aux fabricateurs de changer la formule, puis la formule d'aujourd'hui, c'est plus de l'huile, du pigment, puis c'est ça. OK, on voit, ça a vraiment beaucoup changé. Oui, une chance, parce que sinon, on aurait plein de... Puis là, tu me parles d'Élisabeth Ier. Est-ce que ça a eu un gros rôle dans l'histoire, le rouge à lèvres? Oui, en fait, il y a eu plein d'événements qui ont été marqués avec le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres était un grand caractère. Notamment en 1912, à New York, les suffragettes, les femmes qui voulaient voter, ont porté du rouge à lèvres parce que ils portaient du rouge à lèvres vif parce que ça capte l'attention, puis c'était vraiment rouge pétant. Puis c'était un symbole lors des manifestations pour changer les droits de vote. OK, wow. Ouais. Puis ça rapporte à peu près combien par année aux compagnies, le rouge à lèvres? Oui, vu qu'on en voit à tous les coins pas les coins de rue, mais aux dépanneurs, dans les magasins cosmétiques, on en achète beaucoup, entre 30 000 à 5 millions d'argent canadien, oui. Okay. Puis là, 55 des femmes le portent. Puis là, ça rapporte à peu près 13 000 dans toute la vie d'une femme, 13 000 vont dans les cosmétiques, dans le maquillage. OK, wow, c'est beaucoup. Oui, c'est vraiment beaucoup. Puis qu'est-ce que tu penses du futur du rouge à lèvres? Est-ce que tu penses que ça va perdurer dans le temps? Ah oui, bien sûr, parce que c'est un caractère très important dans l'histoire. Puis vu qu'on peut en faire à la maison, bien, c'est une invention qui va durer longtemps. Et puis il y a des compagnies comme MAC, Sephora, Kylie Cosmetics qui ne vont jamais cette année de créer différentes teintes, différents types, différentes grosseurs. Alors ça va toujours exister dans l'histoire. Oh, c'est vraiment intéressant. Oui. Est-ce que tu voulais faire une démonstration? Ah oui, pourquoi pas. Alors, j'ai le teint plus mat qui est proche de ma peau parce que j'aime pas trop les couleurs vives. Alors, il y a plein de teints, il y a plein de types. Ça, c'est un mat. Alors, je vais faire une démonstration. Je vais mettre un peu. Puis là, ça va partout. Puis là, c'est pas une couleur trop vive parce que, bien, comme j'ai dit tantôt, j'aime pas les couleurs vives. Puis là, ça, tu peux porter n'importe où. Ça donne un look plus... ça donne un touche finale à ton look. Alors, moi, j'aime ça en porter n'importe quand. Merci, Mélodie. C'était vraiment intéressant. Malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été là. Merci, Mélodie, pour ta belle chronique sur le rouge à lèvres. C'était vraiment intéressant. Et sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour votre émission à découvrir. Et passez une bonne journée.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission À découvrir. Je suis votre animatrice, Mélodie Desrosiers-Cinéas, pour les prochaines 5 minutes. Alors, aujourd'hui, on accueille Kim Fortin, un invité super intéressant qui va nous parler du Nintendo DS XL. DSi XL, pardon. Donc, bonjour, merci. Donc, aujourd'hui, je vais parler du Nintendo DSi XL, bien, la Nintendo DS en général, là, mais le modèle ici que j'ai, c'est une Nintendo DSi XL. Donc, c'est une des consoles qui a vendu, c'est la console portable qui a vendu le plus d'exemplaires, les 4 modèles combinés. Donc, il y a eu la Nintendo DS originale, la Nintendo DS Lite, la Nintendo DSi et la Nintendo DSi XL que j'ai aujourd'hui, qui est le dernier modèle. Et c'était très, très populaire dans son temps, là, entre comme 2004 puis 2010, là, c'était quand c'était le plus populaire. Puis, ouais, c'est la console portable la plus vendue encore aujourd'hui. Ah, parfait. Mais pourquoi tout ce succès au juste? Donc, c'est relié à 3 raisons. Bien, la première raison, tu peux le voir juste en regardant la console. Tu as 2 écrans et je vais te dire, il n'y a plus grand-chose qui a 2 écrans aujourd'hui. Ouais. Donc, 2 écrans, c'était vraiment... C'est pour ça que ça s'appelle une DS, Dual Screen DS. Et c'était quand même une façon comme innovative de jouer, là, comme si on pris un risque, puis c'était un risque qui était bien mesuré, je trouve. Ici, comme exemple, là, exemple des choses que tu peux faire, en haut, j'ai Mario Kart. En haut, tu as le bolide sur la piste de course et en dessous, qui est un écran tactile, tu peux voir une mini-map de la course et si tu cliques dessus, tu peux voir la course entière avec les joueurs, où est-ce qu'ils sont rendus, dans quelle position. Et ouais, c'était juste une nouvelle façon de jouer, puis ça a vraiment porté fruit. Il y avait plein de choses que tu pouvais faire avec des jeux, comme il y a un jeu où ce que tu faisais des étampes en fermant la console, l'ouvrir et ça allait tamper en bas. C'était vraiment cool. Puis il y avait plein de nouvelles façons de jouer de cette façon-là. La deuxième raison, c'est l'écran tactile. Donc, c'était une des premières, c'est la première console à avoir un écran tactile sur le bas et c'est ça qui a pavé le chemin à tous les jeux sur les téléphones, tous les téléphones intelligents. Donc, Candy Crush, Plants vs. Zombies. C'est le DS qui était la première expérience pour la plupart des gens avec un écran tactile. Et c'est ça qui a vraiment mené à la super grande popularité des jeux sur le téléphone intelligent qui étaient sur un écran tactile. La troisième raison, bien, ça avait vraiment une grande plage démographique. D'habitude, les jeux vidéo, c'était principalement marketé envers les garçons. Puis avec la DS, ils ont voulu changer ça. Ils ont vraiment marketé ça à des gens de tous les âges et à vraiment n'importe qui avec les couleurs, avec les jeux. Et ouais, c'est comme ça qu'ils ont réussi à vendre tellement d'exemplaires. C'était disponible et marketé à plus de gens. C'est super intéressant. C'est quoi les autres modèles au juste? Donc, j'avais mentionné, il y a la Nintendo DS originale qui est sortie. Celle-là a quand même vendu assez bien. Après ça, ils ont sorti la deuxième version qui était le Nintendo DS Lite. Donc, ça ressemble beaucoup plus à la Nintendo DSi, ça ressemble beaucoup plus à ce que j'ai ici. La Nintendo DS, il y avait des grands changements là, de design, mais ça ressemble surtout à celle-ci. Après ça, ils ont sorti la Nintendo DSi. Alors, malheureusement, Kim, c'est tout notre temps, mais merci beaucoup à vous, téléspectateurs, de visionner le chroniqueur Kim Fortin qui nous a présenté le Nintendo DS. Alors, restez pas trop loin. Prochainement, on va inviter Vanessa qui va nous montrer un autre modèle, le Nintendo DS. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, elle a dit DS.
milieu. Ouais, Et là, peut-être un petit peu tôt. Bon. Donc, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, je suis Kim, votre animateur pour les prochains 300 secondes et on a Vanessa qui va nous montrer son objet. Bonjour Vanessa. Bonjour. Donc, c'est quoi que tu nous as apporté? J'ai apporté ma Nintendo Switch classique. Donc, c'est quoi la Nintendo Switch? La Nintendo Switch, dans le fond, c'est un jeu électronique que tu peux avoir accès à plein de jeux. Puis c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Là. Genre, c'est vraiment, tout le monde peut jouer à ça, puis tout le monde a du plaisir. Tu choisis tes jeux, tout simplement. Tu peux aussi choisir tes manettes. Comme tu peux voir, en ce moment, j'en ai deux, la bleue et la jaune. Puis c'est ça. Tu peux choisir d'autres manettes si vous jouez à plusieurs. Comme ça, il y en a de plus. Cool. C'est quoi les jeux les plus connus que tu peux jouer sur la Nintendo Switch? Dans le fond, dans les jeux les plus connus, il y aurait Mario Kart. Dans le fond, ça, c'est un jeu où est-ce que tu fais des courses d'auto. Tu choisis ta map, tu choisis ton auto, tu choisis ton personnage, puis le but, c'est d'arriver première place. Puis tu as des obstacles qui viennent des ennemis aussi. Dans le fond, c'est ils peuvent te lancer, mettons, des pleurs de bananes, puis là, ça va te faire tourner puis ralentir. Il y aurait aussi la légende de Zelda. Dans le fond, elle se réveille dans un monde qu'elle ne reconnaît plus, puis il faut qu'elle survive. Puis en avançant dans le jeu, ben, sa mémoire revient peu à peu. Puis c'est ça, ça serait ça les deux plus populaires. OK. Est-ce que la Nintendo Switch, elle peut seulement être utilisée à la maison? Non, c'est ça qui est le fun. Dans le fond, elle peut se connecter à la télévision, mais tu peux aussi jouer comme ça. Je pourrais l'allumer puis commencer à jouer à mes jeux directement. Je peux la porter partout. C'est quand même petit, donc tu peux la glisser dans ton sac facilement puis jouer quand tu veux, n'importe où. Ou comme je dis, tu peux aussi jouer dans une soirée entre amis, dans ton salon, avec toutes les manettes ensemble. Donc, OK. Y a-t-il plusieurs modèles? Il y a combien de modèles de Switch? il y a 3 modèles de Switch. Dans le fond, il y a la Lite. Dans le fond, la Switch Lite, elle, tu ne peux pas enlever comme ça. Tu ne peux pas les enlever, ils sont vraiment pris dessus. Donc, tu as accès à genre une personne qui joue. Puis, ben, il y a elle, la classique, que tu peux enlever, tu peux te racheter d'autres manettes et jouer à plusieurs. Sinon, il y a aussi la Switch OLED, qui est plus récente et que elle, l'image, dans le fond, est plus grande, puis est nouvelle. Donc, elle doit être aussi de meilleure qualité. OK. Là, je suis sûr que tout le monde se demande, c'est lequel le meilleur modèle? Le meilleur modèle, effectivement, c'est le nouveau, le OLED, qui, lui, comme je disais, a une plus grande performance, qui a une plus grosse écran. Elle est vraiment meilleure que les autres, mais tu sais, elles sont toutes bonnes quand même. C'est juste que plus c'est récent, mieux c'est, qu'on dit. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour jouer la console? Comme tout jeu vidéo, c'est pas recommandé que les tout petits jouent aux jeux vidéo. Donc, l'âge minimum recommandé, ça serait comme 6 ans. Mais on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui respectent ça. T'sais, les écrans pour les yeux d'enfants, c'est pas bon. Mais dans notre génération aujourd'hui, ben, les enfants jouent avec tous les jeux. OK. Donc, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci de nous avoir présenté la Nintendo Switch. Et on se revoit pour une prochaine émission avec un nouvel animateur et un nouvel invité à découvrir.
Bonjour et bienvenue à notre émission de démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mamoun qui va nous présenter son casque audio. Donc, bonjour Mamoun. Bonjour. Donc, pourquoi avoir choisi le casque audio? Alors, le casque audio JBL, juste avant de répondre à cette question, j'aimerais juste présenter l'objet à la caméra. Alors, c'est un casque rouge JBL, comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple. On a ici le bouton pour l'allumer. Donc, pour l'allumer, on reste appuyé dessus, comme ça. Et pour le connecter à... Donc, ça marche avec n'importe quel appareil. Là, je vais le faire avec mon téléphone, par exemple. Ça peut marcher avec n'importe quel appareil, donc un ordinateur, un téléphone ou même une PS4. Donc là, je vais le faire avec mon téléphone pour vous montrer comment ça marche. Vous vous dirigez simplement sur le menu, vous allez dans Bluetooth, vous appuyez dessus, comme ceci. Pardon. Voilà. Et là, vous avez normalement un truc comme JBL qui apparaît dessus. Normalement, on doit le voir à l'écran, voilà. Vous appuyez dessus, ça charge, et c'est bon. Normalement, vous êtes connecté, voilà, vous êtes prêt à écouter votre musique, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc, pour se déconnecter, c'est la même chose. On reste appuyé ici. Voilà, simple. Donc pour répondre à ta question, pourquoi le casque est un objet qui s'utilise pas mal de fois. Enfin, en ce moment, je vois quasiment tout le monde l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce casque, mais peu de gens savent pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent. Ils l'utilisent un peu inconsciemment, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup d'infos qui ne savent pas là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai un peu choisi ce casque. Voilà, pour répondre à ta question. Parfait. Et peux-tu nous dire comment cet objet a débuté? Alors, si je me rappelle bien, cet objet a débuté, il a été créé vers les années 1878 par un... Alors, on ne sait pas vraiment qui a créé l'objet en tant que tel, mais je me rappelle que dans un article, il était écrit qu'un pilote de chasse avait essayé de concevoir l'un des premiers casques. Il avait essayé ça avec, en décomposant, je crois, un morceau de radio, quelque chose comme ça, qu'il avait lié avec des câbles, si je me rappelle bien. Donc, voilà, il avait passé, je crois, une dizaine d'années à le concevoir. Donc c'était quand même assez long à la conception. Donc je pense que ça a duré un peu comme ça. Après, ça s'est construit, ça s'est transmis au fil du temps. Et après, je pense que c'est comme ça ça a commencé, quoi. Parfait. Et quand est-ce que le casque a commencé à être industrialisé? Alors, le casque a commencé à être industrialisé quand ça a été repéré par la marque Sony, si je me rappelle bien. Alors c'était apparu, je crois, avec les... Il y avait aussi l'apparition des premiers Walkman, je crois. Et c'est ça, c'était un peu des casques... C'était un peu le début des casques audio, on va dire, où on avait, on va dire, une sorte de boîtier et un casque avec un fil comme ça. Il y avait un fil dessus juste, et c'était un peu comme, pas l'MP4, mais un peu le précurseur, on va dire. Tu choisissais ta musique dans le boîtier, quoi, et voilà, comme ça, et ça marchait, quoi. Super. Et pourquoi le casque audio est utilisé par autant de gens? Puis comment ça s'est démocratisé? Alors, le casque audio, s'il est utilisé par autant de gens, je dirais que... Désolée, Mamoun, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé ton casque d'écoute. Et merci d'être parmi nous ce soir. Mamoun, c'était notre dernier invité, alors restez à l'affût pour les prochaines émissions. Je pensais que j'allais avoir ça.
Agi Imanon. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, comme vous voyez ici, on a Monsieur Philippe Newman dans votre émission À découvrir, qui va nous parler un peu du ski. Bonjour Phil. Salut Donald, ça va bien? Ça va. Et quelle est la paire de ski que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai amené ici la toute nouvelle paire ARV 96, un modèle signature de Armada. Très très bon ski, tout nouveau, qui sont quand même avec un tout nouveau design, super original. Ils ont changé d'artiste de l'année passée. Personnellement, je pense que c'était une bonne chose. Okay. C'est super le fun. On a un Twin Rocker. Donc, c'est un ski qui est un all mountain avec un penchant pour le park. Ce qui va être bien pour ce ski-là, pour le park, c'est le fait qu'on a une base qui est extrudée. En gros, ce que ça veut dire, c'est que la construction du ski est faite avec plein de petites lignes. Puis ça, plus les lignes sont rapprochées, plus la base est solide. Donc, on a vraiment une base extrudée et non pas cintrée, qui est le contraire, avec des lignes un peu plus éloignées. Donc, ce que ça va faire, la base va être beaucoup plus solide pour si jamais on fait des rails, du park en général, le ski va être capable de tenir. On a également aussi le petit mur orange ici qu'on voit. Ça s'appelle le sidewall. On en a un full au milieu et un half sidewall aux extrémités. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la rigidité au milieu du ski pour se laisser un peu de souplesse aux extrémités pour si jamais on commence à être à l'aise dans le parc, on veut se faire des petits butters. C'est pas mal ce qu'il y a de best. Fait que, ça aussi, c'est un bon dessin, ça. Oui, le dessin, vraiment, comme je dis, là, ils ont changé d'artiste. C'est super, très original. La plupart des... en fait, tous les skis de la série signature ARV ont eu un complet nouveau design de cette année pour tous les skis. Fait que vraiment, ils ont fait une très bonne job pour ça. Pour moi, personnellement, qui ne connais rien sur le ski, me recommanderais-tu ce ski? Non, pour la simple et unique raison que c'est un ski qui est un peu plus avancé qu'un ski débutant. En gros, un ski débutant, on n'aura pas de sidewall ici au centre. Okay. Le ski va être plus souple en général. Pour commencer, je conseillerais vraiment plus d'y aller avec un ski de piste classique, donc pas un twin, vraiment juste avec un rocker en avant, c'est tout. Fait que je te le recommanderais pas pour un débutant. Et à qui recommanderais-tu ce ski? Ça serait vraiment pour les gens qui, ça fait déjà une couple d'années qu'ils font du ski. Ils commencent à être un peu plus à l'aise dans le parc. Ils veulent quand même garder l'aspect all mountain puis aller un peu partout. C'est à ces personnes-là que je recommanderais le ski. En plus, on a un 96 au patin, donc une largeur assez grande pour justement être capable d'être assez stable dans le parc et autres pour les journées de poudreuse. Et toi, pourquoi as-tu choisi ce ski? Moi, justement, parce que j'avais un ARV 84 qui est le même ski, juste un half sidewall au centre et un peu moins large au patin. Donc, j'avais le goût d'upgrade un petit peu, de commencer le parc un peu plus, fait que j'ai opté pour ça ici. Et quelles sont les fixations que tu as mises sur ce? Moi, personnellement, j'ai choisi pour les fixations, toujours d'Armada, la Strive 14. C'est une fixe qui est assez élevée, assez avancée. On a une DIN de 14. Ce que ça fait, c'est la tension pour le ski. Il y a des petits numéros ici. Puis, en gros, si tu fais du park, puis tu veux... Désolé, monsieur, encore Phil. Mais c'est le seul moment qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On était content d'avoir ce ski aujourd'hui, de redécouvrir ce ski. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous suivre aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Merci.
Surtout des pancakes? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission à découvrir. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Loïc qui va nous parler d'une de ses paires de souliers, je dirais peut-être même sa préférée, qui est les Chuck Taylor de Converse. Salut Loïc, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va super bien, merci. Super, ouais. Aujourd'hui, tu nous amènes une paire de souliers. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose de différent que les autres. Ça se peut-tu? Oui, clairement, c'est une paire de souliers. Tu en as deux parce que tu as 2 pieds. Mais à part de ça, c'est des sneakers. Donc, les sneakers, c'est différent des autres types de souliers. Maintenant, en 2022, on en a beaucoup. Mais des sneakers, c'est reconnu pour leur semelle de caoutchouc puis leur figure athlétique qui te permet de performer dans ce monde-là. Donc, puisque ces souliers-là, créés par Converse en 1922, on pourrait dire que c'est même les premiers sneakers qui ont existé sur la planète Terre. Ouais, hein? Donc, on pourrait dire que ton arrière-grand-père aurait pu porter ces souliers-là. Donc, clairement, une figure qu'on connaît, même légendaire, je dirais. Ah ouais? Il y a des grosses chances. Puis, tu sais, tout le monde connaît le nom Chuck Taylor. Yep. Mais pourquoi que ça s'appelle comme ça? Tu sais, ça a été créé, la compagnie, comme j'ai déjà dit, que j'ai pas encore dit, mais que je vais dire, par Marquis Converse. Donc, lui, il avait une entreprise de caoutchouc. Fait que, voilà l'idée de faire des semelles de caoutchouc. Puis il a créé en 1918 la première paire de souliers spécialisés pour le sport, qui a été rebranded Chuck Taylor en 1922 parce qu'entre ces années-là, il a rencontré une personne qui s'appelle Chuck Taylor. C'était un joueur de basket amateur à ce moment-là, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Fait qu'ils l'ont choisi pour son esprit vendeur, pour ensuite qu'il puisse vendre des souliers, tu sais. Bien sûr. Fait qu'il a donné des avis, des détails pour les améliorer, pour donner le nom aux souliers. Et voilà. Good. Ça a l'air de faire très, très longtemps que les Chuck Taylor sont là. Ouais. Mis à part le fait qu'ils sont peut-être un peu sales, là, c'est une compagnie qui est assez vieille, un modèle assez vieux. J'ai-tu raison? Ils ont vécu quelques années. Oui, ils ont vécu quelques années, je dirais même quasiment un centenaire, même plus qu'un centenaire maintenant. 2022. Ouais, ça fait un centenaire. En tout cas, on change de sujet. Fait que oui, ils ont eu un moment assez tough pendant 100 ans. Ils ont fait une couple de faillites, dont la première en 1928. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses, mais ça les a apportés par se faire acheter par une autre entreprise qui s'appelle Interco. Donc, Interco, c'est une entreprise qui avait plusieurs autres entreprises dans différents secteurs. Okay. Puis, ils ont décidé d'acheter la marque Converse pour ouvrir dans le domaine des souliers. Mais vu qu'il y avait plusieurs entreprises, que leur argent était divisé un petit peu trop, ça leur a apporté à faire une deuxième faillite. Ah ouais. Fait qu'ils ont fait plusieurs faillites, right? Ouais. Fait qu'ils en ont fait combien en tout? Là, ils en ont fait 2. Ils en ont fait 2? Oui. Mais est-ce qu'on pourrait dire que Converse va continuer quand même de grandir puis de rester aussi gros que Converse est présentement? Là, je dois dire qu'ils ont malheureusement dû faire face à une 3e faillite. OK. Une 3e? Oui, une 3e. Parce que si on saute tout de suite vers les années 80-90, c'est un moment que le basket est devenu beaucoup plus populaire. OK. Même c'était rendu des ligues professionnelles, puis il y avait beaucoup plus d'argent qui était brassé là-dedans. Donc, ça a apporté d'autres entreprises comme Nike puis Reebok, j'en aime d'autres aussi si vous voulez, à soit surpasser ou se préparer à surpasser Converse. Donc, Converse, malheureusement, il n'a pas été capable de faire une bonne campagne publicitaire pour évoluer dans le domaine du basketball. Ça l'a fait qu'ils ont pris du retard puis qu'ils ont fini par faire une 3e faillite. C'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui avec Loïc. Écoute, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une autre émission de À découvrir. Merci beaucoup et passez une belle journée.